Oui, je vais vous faire une petite présentation qui, à mon avis, va vous décevoir beaucoup parce que je ne vais pas avoir grand-chose à vous raconter. Et il y aurait sûrement dans l'assistance des personnes qui auraient des éléments plus importants et plus complets à nous dire, en particulier Madame Damien, qui interviendra demain à la table ronde et qui s'occupe de tout le dossier d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des sites et paysages de la Grande Guerre. Mais c'est pas inintéressant aussi de montrer ce qu'une glaneuse comme moi peut ou ne peut pas trouver sur un certain sujet quand on cherche justement à monter un colloque. On vient de citer toutes les personnes à qui Stuart disait des remerciements pour le travail qu'il avait pu faire. Moi, je dirais la même chose. J'ai connu cette histoire des allées d'arbres grâce aux gens de TreeNet qu'on entendra demain. Grâce à Joanne Morgan qui avait fait sa thèse, dont elle nous a présenté la synthèse ce matin, grâce au travail de Gordon Fulton aussi, et grâce au fait que c'est assez facile d'identifier en anglais des choses comme Tree Avenues, et en allemand bien évidemment Alleen, et dans des tas d'autres langues. Et on a toujours cette problématique en France de ne pas encore avoir utilisé suffisamment le terme aller. Donc je sais qu'il y a toute une... Voilà, il faut qu'on définisse de quoi on parle, mais je pense que c'est surtout définir le contexte dans lequel on s'inscrit et avoir un terme qui nous permette aussi d'identifier ensuite des choses. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question que je trouvais particulièrement riche, moi j'ai rien trouvé vraiment concernant la France, l'Allemagne ou la Belgique. Ou très peu de choses. Et quand j'ai interrogé les gens qui sont mes partenaires sur les questions d'allées d'arbres dans ces pays, eh bien, il y avait très très peu de données, voire pas du tout de données. Donc est-ce que cette question-là était vraiment réservée aux pays du Commonwealth avec une pratique qui correspondait au fait qu'on n'avait pas rapatrié les corps pour des questions à la fois en partie de coût, mais surtout aussi de souci d'équité, de ne pas non plus désunir des frères d'armes qui étaient morts ensemble. Et en France, on n'avait donc pas la même nécessité d'avoir ensuite des espaces de mémoire et de souvenirs et de deuil personnel, puisque les cimetières étaient, ou les nécropoles étaient plus facilement accessible et que même à partir de la loi de 1920, on a pu rapatrier certains des corps dans les cimetières communaux. Ça a concerné 230 000 corps. Le financement du monument aux morts communal par l'État français a aussi sans doute eu pour conséquence que les communautés elles-mêmes ont été éloignées de l'action puisque finalement les choses étaient prises en charge plus ou moins. Ce qui a expliqué aussi le fait qu'on n'ait pas eu de discussion non plus sur quel pouvait être le type de monument le mieux adapté. La discussion qu'on a évoquée sur le monument utile ou monument esthétique, monument de pierre au cœur de la cité ou allée d'arbres, et que finalement, chez nous en tout cas, s'est imposé plutôt le monument de pierre, évidemment, au cœur de la cité. Même si dans certains cas en France, visiblement, on a des universités, des entreprises qui ont pu participer au financement de certains monuments, même s'il y a eu des souscriptions en complément des subventions publiques, on n'a pas eu non plus à rechercher la solution la plus économique, qui a pu être une des raisons aussi d'opter pour des allées d'arbres dans certains pays. Un autre élément qui fait peut-être la différence, c'est la notion du culte des noms, qui est une manière de rendre présents les absents en les nommant. Donc on a vu toutes ces plaques et toutes ces listes de noms, qui a joué un rôle fort donc, dans ces allées mémorielles du Commonwealth, où pour chaque soldat, en général, on a une plaque, un élément qui dit qui il est et quelques éléments de sa biographie. C'est très caractéristique de l'approche anglo-saxonne et c'est resté très récemment tout à fait étranger à la France, jusqu'à l'anneau de mémoire de Notre-Dame de Lorette en 2014,
puisqu'on voit qu'à l'ossuaire de Douaumont, il n'y a aucun des noms des 130 000 soldats français et allemands qui étaient figurés, et qu'en 1900, après la guerre, la France avait demandé à l'Imperial War Graves Commission de ramener à 4 au lieu de 12 ou une douzaine les monuments qui étaient exclusivement voués justement à porter des listes de noms qui devaient être implantés sur le territoire français. Voilà. Un autre élément qui fait peut-être la différence, c'est le poids de l'arbre et du paysage dans l'aménagement des nécropoles elles-mêmes, qui est déjà traditionnellement, donc je suis allée un peu vite sur ma première diapo, mais on voit bien que ça c'est des cimetières tout à fait civils, en France à Trempeau et en Allemagne dans ma famille aussi. On voit la place du végétal qui est complètement différente dans ces aménagements. Alors, donc contrairement contrairement aux Français, donc aussi par rapport à cette question de paysage et de place de l'arbre dans les cimetières après la Première Guerre mondiale, les Britanniques, donc on l'a signalé, je crois déjà, avaient fait appel à une figure emblématique de l'aménagement paysager, donc Gertrude Jekyll, et on n'a pas eu ce genre de choix et de voilà, on n'a pas fait intervenir de grands personnages comme ça pour les aménagements. L'arbre n'est pas non plus peut-être investi de la même symbolique en France comme il a pu être en Allemagne, et le paysage français est sûrement un paysage déjà, on l'a vu dans ce qu'en disaient les soldats qui découvraient la France, un paysage très arboré, et on sait bien que quand on a beaucoup d'un certain élément, on ne le voit plus, et on est plus sensible de la même manière. Je suis complètement perdue dans mes petites diapos, mais c'est pas grave. Donc là, on voit, merci donc à l'association des cormiers forestiers qu'on a là, qui a replanté des arbres il n'y a pas longtemps, et il y aura une occasion d'en parler. Donc bon, voilà, c'était une photo pour montrer cette présence, omniprésence dont on a parlé déjà à la France pendant la Première Guerre mondiale. Et donc on voit que l'arbre, quand même si a priori, on a très peu d'éléments qui nous permettent de dire qu'il a joué un rôle dans les pratiques mémorielles en France, en Belgique ou en Allemagne. On s'aperçoit qu'il n'est quand même pas absent des lieux de souvenirs en particulier. On le voit là en Allemagne, enfin dans un cimetière allemand sur le territoire français. On est dans la Meuse. La présence de l'arbre est bien évidemment importante, sous forme principalement de bosquets d'ailleurs, puisque les Heldenhaine, les bosquets des héros de l'architecte Willy Lange, c'était, à l'origine, on prévoyait un chêne sur chaque tombe de soldats. Et ensuite, quand l'architecte Tischler a été chargé de définir les règles d'aménagement des cimetières militaires allemands, lui aussi, il a prévu une large place pour les arbres. Sous forme d'allées, oui. Sous forme d'allées, on s'aperçoit que les arbres sont aussi présents dans les cimetières. On le trouve dans le carré militaire de Tübingen, où il mène au monument aux morts, ou à Saarbrück sous forme d'une allée d'ifs taillée, ou encore Bocholt en Rhénanie du Nord-Westphalie, dont le cimetière a été réaménagé en 1920, et il intègre aussi des allées de platanes et de tilleuls qui sont disposées en étoiles. J'ai identifié aussi d'autres allées mémorielles en Allemagne, en Frise orientale, Loga, Münke, Borusum, Temel, et quelques autres exemples comme ça de courtes allées qui mènent souvent à un monument aux morts ou à un cimetière où sont enterrés des combattants de la guerre. La France et la Belgique comptent aussi des allées d'arbres qui ont été plantées en lien avec la Première Guerre mondiale. Là, on en a un exemple à Morhange. On a des exemples toujours d'allées qui mènent
à des monuments aux morts. En Belgique, il y a la Heldenlaan, donc l'allée des héros à Zottegem, qui est constituée de 26 platanes, plus un arbre de la liberté. Donc Morange, là qu'on voit en France. Levet dans le Cher, où là c'est dans un journal de 1931, on nous explique qu'il y a eu une plantation constituée de 2 rangées de marronniers avec des marrons produits par les arbres de la digue de Verdun. Donc on retrouve cette histoire qu'on avait eue aussi pour l'Angleterre, et puis aussi de ramener des glands, enfin voilà, ramener des glands, ramener des marrons, faire du lien entre les hommes par les arbres et par leurs fruits, quelque chose de très fort. Et par rapport au mémorial national sud-africain du Bois d'Elleville, c'est encore plus fort, puisqu'on a 6 glands français qui avaient été apportés en 1688 par le huguenot Jean Gardiol, qui avait été planté à Cape Colony, dans le truc qui s'appelle le coin des Français, que je vais très mal prononcer, Franschhoek, le coin des Français, en Afrique du Sud, ont à leur tour redonné les jeunes chênes qui forment l'allée double du mémorial. Donc il y a vraiment un aller-retour. En Belgique, la Canadalaan, l'allée canadienne, qui mène au Mont Sorel à Ypres, est une allée d'érable de 2 km qui a été plantée en 1916 et qui présente la particularité intéressante de suivre le tracé de la ligne de front, un peu comme le souhaitait Gillespie. On n'a pas, a priori, d'éléments dans ces allées qui permettent d'associer à chaque arbre un soldat particulier. L'Allemagne semble compter au moins des allées de ce type, une allée de 42 tilleuls au Karlberg en Basse-Saxe, une allée de 84 tilleuls à Ebersberg près de Munich. Voilà, j'ai pas identifié, mais je vous dis, je suis une glaneuse, je suis pas une chercheuse. Et c'est vraiment qu'un parcours exploratoire, mais qui permet déjà de faire émerger des points de départ. Et moi, j'aime bien, quand on commence à tirer le fil d'une pelote, en général, il en sort beaucoup plus. C'est ce qu'on a vu aussi par rapport à l'histoire australienne. On commence par un inventaire et puis on en voit de plus en plus. Si l'arbre et l'allée n'ont pas joué de rôle particulier donc, dans les pratiques mémorielles juste après la guerre, c'est intéressant de voir que pour le centenaire, par contre, ça a été complètement réinvesti. Et on a planté des arbres, donc des arbres isolés. Alors par exemple, un ginkgo qui a été offert par la ville allemande jumelle de Ternier, dans l'Aisne, qui a été planté le 8 novembre dernier. Un arbre de la fraternité qui a été planté à Montville, en Seine-Maritime. Des arbres de la paix pour une Europe unie, pour un monde fraternel, qui ont été plantés dans les 125 collèges et certains sites du département du Pas-de-Calais. On a planté des arbres en bosquet ou en forêt à Carvin. Donc ça, c'était l'opération 100 ans, sans enfants, sans arbres, dans le Pas-de-Calais. Et on a planté des arbres en allée. Donc l'association Cormier Fruitier Forestier a planté toute une série de cormiers, en particulier donc, au fort dont on montrait l'accès tout à l'heure. Et plus intéressant encore, il y a des allées qui ont été plantées, alors cette fois-ci avec vraiment l'identification d'un soldat pour un arbre et avec une petite stèle, donc vraiment le même modèle que ce qu'on a pu voir en Australie ou ailleurs, dans des communes du Jura, comme Brévent ou Champagney. Ça a été planté en 2014, alors que ces gens n'avaient aucune connaissance de l'histoire dont on parle aujourd'hui. Mais le conseil départemental du Jura avait, lui, fait planter des arbres dans la forêt de choux, et considérant finalement que ces arbres dans la forêt de choux étaient très éloignés de leur village, que les gens de leur village ne les verraient pas vraiment, qu'en plus, planter un arbre dans une forêt, pour l'identifier et le voir, c'est pas évident. Donc le meilleur moyen de recréer du lien avec la population, ça a été finalement de créer des allées du souvenir. Voilà, c'est à 100 ans d'écart et à des milliers de kilomètres, une histoire qui se reboucle et qui fait sens. Et tout notre colloque, ce n'est pas qu'une histoire d'allées mémorielles et de guerre, c'est vraiment une histoire de lien et de lien humain grâce aux arbres et grâce aux allées.
Merci Chantal.